Alors, dans cette vidéo, je vais un peu changer de format. Je vais vous proposer une conférence en ligne sur stresser ou vivre, qui va donner une autre vision, une autre compréhension de l'origine du stress et de l'anxiété qui pourrit la vie de millions de gens aujourd'hui. Alors, pour ce faire, j'ai préparé un joli petit PowerPoint. Je n'ai pas passé 10 ans de ma vie en tant que directrice marketing pour rien. Je trouve que c'est important de faire des jolies choses. Donc voilà, stresser ou vivre, il faut choisir. Alors déjà, qu'est-ce que le stress? Qu'est-ce qui te stresse? Ça, c'est la première question que je t'invite à regarder. Dans quelle sphère de ta vie tu ressens le plus d'anxiété, du stress? Est-ce que c'est dans le milieu professionnel? Est-ce que c'est dans le milieu familial? Est-ce que c'est ta famille, voilà, les parents ou tes enfants, tes relations familiales, enfin amicales? Voilà. Qu'est-ce qui... Déjà, ça c'est intéressant d'aller voir qu'il y a des endroits peut-être où tu ressens du stress et dans d'autres, pas du tout. Donc, ça indique bien que tu n'es pas le stress, mais qu'il y a des choses de l'extérieur qui déclenchent du stress. Déjà là, c'est vraiment hyper important. Moi, je me souviens, quand j'étais en Grèce, j'ai eu une prise de conscience en me disant, mais purée, pourquoi quand je suis au boulot, j'ai des relations, mais je rigole, je suis épanouie, je vais bien. Et dès que je rentre chez moi et que mon mari arrive, c'était tendu. Je sentais que il y avait quelque chose dans mon corps qui se tendait. Et là, je ressentais du stress. Donc là, j'avais déjà des indications, mais après, il faut encore les voir et accepter d'en prendre la responsabilité. Ça, c'est une autre histoire. Là, qu'est-ce qui te stresse? Donc, tu vois que tu vas vite prendre conscience que l'origine du stress, finalement, c'est des situations de frustration, d'impuissance, d'incohérence et d'incapacité à déployer tes ailes. C'est-à-dire qu'il y a des endroits où finalement tu te sens contraint, tu te sens limité, tu n'as pas le droit enfin, tu sens que c'est compliqué pour toi de t'exprimer librement et c'est souvent ça qui stresse. Vraiment, je t'invite à vraiment mettre de la conscience sur les situations bien particulières dans lesquelles se déclenchent les stress. Tu vas voir qu'il y a des chances que tu retrouves là-dessus. Il y en a peut-être d'autres, hein, je ne dis pas, je ne suis certainement pas exhaustive, mais en tous les cas, je pense que déjà, les quatre là sont déjà des bons indicateurs. De quoi on parle? 300 millions de personnes souffrent de dépression avec une augmentation de plus de 18% entre 2005 et 2015. J'ai lu récemment des articles qui parlent vraiment de la maladie du siècle, notamment sur les adolescents et les jeunes. C'est vraiment quelque chose d'hyper important et c'est pour ça que j'avais envie de faire cette conférence en espérant qu'elle soit vraiment diffusée au plus grand nombre pour apporter une autre vision qui est très différente de celle que l'on peut voir sur la plupart des médias en France. Premier facteur de morbidité et d'incapacité sur le plan mondial. Donc, je n'ose même pas imaginer vraiment le budget que ça représente, mais aussi, et ça c'est important, de voir ce que ça représente en revenus. J'ai un bouquin, là malheureusement, j'ai pas noté, mais mon super bouquin dont je vous ai déjà parlé, Le corps n'oublie rien, dans lequel Bessel van der Kolk donne des chiffres de milliards, en fait, de milliards de chiffres d'affaires qui sont liés aux médicaments, en fait, que l'on donne. Donc, voilà, ça représente une bonne partie de l'économie, ça nourrit une bonne partie de l'économie. Il faut quand même en avoir conscience
qu'il y a beaucoup d'intérêt. L'entreprise, enfin les industries pharmaceutiques, finalement, se gavent beaucoup et récupèrent beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent sont brassés, on va dire, grâce au stress et à l'anxiété. Donc, il faut bien comprendre que derrière, il y a beaucoup de manipulation et qu'on entretient ce stress, ça crée, ça fait beaucoup tourner l'économie, en fait. Donc ça, c'est aussi important à en prendre conscience. D'un point de vue individuel, il faut voir le cadeau derrière le stress, puisque pour moi, il y a une autre vision du stress spécifique pour les THPI. Alors là, je parle de les THPI, mais en réalité, c'est pour tout le monde. C'est juste que tout le monde ne va peut-être pas être capable de le comprendre et de l'entendre, en fait. Il faut déjà avoir une maturité et une capacité de se responsabiliser et d'aller voir les choses autrement, et c'est pour ça que je parle plutôt pour les THPI ou les TTHPI. Et donc, je vais te livrer le décodage du stress et une clé de libération. Les 4 étapes indispensables pour sortir du stress, définitivement, c'est ce que je vais livrer dans cette conférence. Le message de l'angoisse, donc angoisse, stress, c'est un peu la même famille, hein, angoisse, stress, insécurité, on ressent en fait une grande insécurité à l'intérieur. Eh bien, tu l'as compris, elle vient en fait d'un décalage entre une part de nous qui avons besoin et qui aspirons à de la liberté, et donc ça c'est toute la partie de l'âme, et une autre partie qui a besoin de la sécurité. La société nous invite à être dans la sécurité, notre âme aspire à la liberté. C'est le principe de « je voudrais bien, mais je peux point ». Voilà. Donc là, ça crée du stress parce qu'on n'arrive pas à faire ce que l'on a un appel à faire, et donc ça va créer en fait beaucoup d'inconfort. Les symptômes. Donc, au niveau professionnel, ça va créer, on appelle ça du burn-out, de l'agitation, des problèmes de concentration. Au niveau de l'émotionnel, ça va créer des tensions, de la colère, de la frustration, de la peur, de la tristesse aussi, parce que la tristesse est parfois un moyen d'éviter la colère. Beaucoup d'hypersensibles, THPI, tout ça, n'accèdent pas à la colère et donc vont se réfugier en fait dans la tristesse. C'est pour ça qu'il y a autant de drames en fait au niveau de la dépression, mais on va le voir. Au niveau du corps, ça peut se manifester puisque on va le voir juste après. Quand les émotions ne sont pas entendues, elles se manifestent dans le corps. Donc intestin, souvent c'est dans le ventre que ça vient se greffer. Problème de digestion qui peuvent conduire vraiment à des gros problèmes, perte d'appétit, obésité, troubles du sommeil. Juste pour la petite information, moi j'ai carrément fait une invagination. Une invagination, c'est une torsion en fait de l'intestin, du petit intestin et du gros intestin qui ne circulent plus parce qu'il y a tellement de stress qui sont engrammés que ça ne circule plus en fait. Donc il faut couper une partie de l'intestin pour redonner en fait de la fluidité à tout ça. L'obésité ou à l'inverse des problèmes, tout ce qui est troubles alimentaires peut prendre, alors je ne veux pas faire de généralité parce que chaque cas peut être spécifique, mais il y a beaucoup de situations d'obésité, de troubles alimentaires qui prennent leur source dans des problèmes de stress et d'insécurité. Troubles de sommeil, idem, et évidemment qui peuvent, donc tout ça, ça peut générer ensuite des problèmes évidemment d'addiction, parce qu'on va essayer de cacher tout ça et de résoudre tout ça à travers aussi de l'addiction. Les comportements, ça peut aussi se manifester dans des erreurs, c'est-à-dire que ça, c'est les problèmes, en fait, l'empathie, quand on est empathique, ce qui est souvent très le cas pour les hypersensibles, quand tu es empathique, tu vas te suradapter. Donc, tout le stress
tu vas faire comme s'il n'existe pas, tu vas le prendre pour toi. Et donc, du coup, souvent, la manifestation sous stress en fait, de l'empathique, c'est de faire des erreurs, de perdre ses moyens, en fait. Et donc, c'est souvent ce que l'on va voir. Ça peut aussi générer des conflits. On va attaquer, on va... Voilà. Il y a 6 principes, enfin 6 modèles sous stress selon la process communication. C'est l'attaque, le blâme, ou la suradaptation, le faire des erreurs, ou alors s'échapper, en fait, le côté rêveur. Et les TOC, là aussi, c'est un moyen de gérer le stress. Pourquoi on fait des gestes répétitifs? C'est pour se rassurer, en fait, pour essayer de calmer le système nerveux. Les phobies sociales, c'est aussi une manifestation d'un stress, d'une sensibilité au stress qui n'est plus gérable, en fait. On a tellement de stress à l'intérieur de nous qu'en fait, on ne peut plus gérer la relation à l'autre. Qu'est-ce que c'est que l'anxiété? Eh bien, la définition du Vidal, qui est le document, enfin, qui est le dictionnaire en fait médical, qu'est-ce qu'il dit? Il dit réaction normale qui devient une maladie lorsqu'elle survient alors qu'aucun événement ne le justifie vraiment. Alors, on parle alors de troubles anxieux incompatibles avec la vie quotidienne. Alors, aucun événement ne le justifie vraiment, apparemment, évidemment. Un état émotionnel inconfortable qui se manifeste dans le corps et qui est souvent associé à la peur du futur ou la projection de ce qui peut arriver de pire. Ça, on le verra après. Ton corps réagit comme si le danger était déjà là. En effet, c'est vraiment une sensation, le stress. Déjà, c'est ça qui est intéressant, c'est que le stress nous remet en contact avec notre corps. Donc, c'est plutôt une bonne nouvelle, en fait. C'est quand on stresse, on est quand même en contact avec le corps. Le corps manifeste des choses. Et le problème, c'est que quand, en effet, ça prend trop de place, eh bien, c'est tellement envahissant, on fait des crises d'angoisse parfois, c'est tellement envahissant qu'on a l'impression que le danger est là. Alors que quand on regarde là, ici, présentement, ben non, je suis pas en danger en fait. Mais, et on va voir d'où ça vient. En situation de stress, le système nerveux s'active et se met en mode soit fuite, donc dans des situations conflictuelles, dans des situations où je ressens de la tension, je pars, ou je reste complètement figé, ou j'attaque, en fait. Ça, c'est vraiment les 3 modèles de réaction primaire, primitive, du système nerveux. Plus on vit du stress et plus on va dans le côté figé, en fait. Ça, on va le voir. Les symptômes physiques vont de l'estomac noué, nausée, sensation de panique, raideur, tension. On l'a vu tout à l'heure. Il existe bien une relation entre les émotions et la maladie. Tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime. C'est ce que je disais précédemment. Le corps, en fait, est un temple de l'âme. Et c'est là où c'est intéressant parce que finalement, le stress, il vient nous donner une information. Il vient nous dire, oh là, il y a quelque chose à l'intérieur, il y a quelque chose dans ton corps qui décolle là. Donc, ce que aujourd'hui la psychologie et beaucoup de personnes, genre Damasio, mais d'autres, ont fini par mettre en évidence, c'est que c'est l'émotionnel qui nous rend humains, en fait. Ce n'est pas notre mental, contrairement à Descartes, on a longtemps pensé, et il y a encore beaucoup de gens qui pensent que je pense donc je suis, mais Damasio, lui, explique justement que le plus important, c'est la partie émotionnelle. Et la bonne nouvelle, c'est que le stress nous remet en lien avec cet émotionnel, nous dit « Oh, occupe-toi de ça, en fait. Occupe-toi de cette dimension de toi, en fait. » Parce que souvent, l'humain, au départ, on n'existe qu'avec le corps mental. Mais non, en fait, on n'est pas qu'un corps mental. On est un corps physique. Donc, voilà, le stress permet de remettre un lien avec ce lien physique. Et on a un corps émotionnel. Et la bonne nouvelle, c'est qu'en rentrant
de plus en plus dans le corps émotionnel, on va avoir accès à la dimension spirituelle. Et là, on aura fait le tour, et c'est ça qui nous donnera cette sensation d'être complet et de sortir du stress. Et ça, voilà, on va y venir. Donc finalement, c'est là où il y a un cadeau, en fait. Mais arrêtons de diaboliser le stress, puisque, comme je viens de l'exprimer, le stress fait partie de l'expérience humaine. Et d'ailleurs, dans l'ancien temps, quand justement on était en danger, il fallait se défendre, et c'est le stress. Le stress était aussi un moteur, voilà, pour mettre au service. On était au service de la collectivité. Il y avait les hommes, ils étaient courageux, ils allaient tuer des animaux pour nourrir en fait la collectivité. Ensuite, les hommes sont allés à la guerre, et donc évidemment il y avait du stress, et ils ont donné ils ont dépassé leur stress au service de la population. Mais le problème, c'est que dans ces situations-là, surtout au moment des guerres, il y a eu beaucoup de drames. Ils y allaient en fait pour la patrie, et ils sont revenus complètement cassés. Ils ont vu des choses horribles. Ils pensaient voilà, être au service de la patrie, mais ils ne se rendaient pas compte qu'ils allaient être confrontés à des horreurs. Et le fait de ne pas avoir géré ces traumatismes de guerre fait que le stress est aussi resté, on va le voir, au niveau du transgénérationnel, et qu'aujourd'hui, on nous demande justement d'aller travailler là-dessus pour nettoyer un petit peu toutes les énergies qui n'ont pas pu être guéries. Donc la véritable source de stress, eh bien, c'est justement cette sensation d'insécurité. C'est aussi, on va le voir, le fait qu'on reste prisonnier de nos habitudes. Aujourd'hui, on n'a jamais été dans une société, ce qui paraît complètement paradoxal et pourtant qui explique justement l'origine du stress, c'est qu'on n'a jamais été dans des sociétés aussi confortables. On n'a plus les guerres, elles sont à l'extérieur, mais en réalité, nous, en tant qu'humains, on n'a jamais, et surtout en Occident, on n'a jamais été aussi sécurisés. On a des CDI, on a la sécurité sociale, voilà, on nous dit quand est-ce qu'il faut mettre nos masques, etc., etc. Et on n'a jamais été aussi coconnés, en fait. Ouais. Sauf que c'est justement ça l'origine du stress. C'est que l'humain est en train d'être enfermé petit à petit là dans une cage. On le considère de plus en plus comme un robot, et donc à l'intérieur de toi, cette sécurité finalement, elle t'étouffe. Elle t'étouffe. Et donc c'est ça qui est important à prendre conscience. Et donc sortir du connu, on va le voir, ça met en stress. Il y a une part de toi qui a envie de te défaire de ce confort, etc. Mais c'est symbolique, c'est énergétique, c'est bien plus compliqué qu'il en a l'air. Et souvent, le manque de confiance, l'estime de soi nourrit en fait ce stress. Dans le Genki, qui est un outil vraiment qui vient des sagesses ancestrales, il y a 64 clés, et les 64 clés, elles nous parlent justement de transformation de l'humain, des défis en fait de l'humain. Et parmi ces clés-là, il y a la clé 45 qui est la clé de la synergie. Et j'avais envie de t'en parler parce qu'elle est en lien justement avec cette problématique de l'insécurité, et elle nous donne une indication qui est très intéressante. Il faut comprendre que chacune des clés va montrer les 4 niveaux de l'humain, en fait. C'est-à-dire qu'elle part de la blessure, du côté de l'ombre, en fait, d'un fonctionnement dans l'ombre, en fait, de l'humanité. Et ensuite, elle va nous amener au cadeau. Donc, c'est quelle est la part lumineuse, en fait, qu'on doit aller voir, aller explorer, et faire émerger en nous.
Et ensuite, c'est le sidi qui est le cadeau divin, en quelque sorte. Et à côté de ça, il y a justement le quatrième élément qui est le dilemme et qui est justement la problématique sous-jacente de cette clé-là. Et dans la clé 45, là, le dilemme est justement l'insécurité. Et donc, cette clé-là nous explique que finalement, la problématique qu'il y a derrière l'insécurité, c'est la problématique de la domination. La domination du yang versus du yin. Donc, du masculin, du cerveau gauche au cerveau droit, versus le cerveau droit. Et qui conduit à une domination d'une minorité sur la majorité. En effet, aujourd'hui, on sait bien qu'il y a une minorité même que ce soit dans l'entreprise, dans la société, le gouvernement, c'est bien une minorité qui décide du fonctionnement de la population. Et finalement, qui nous amène à un sentiment que le monde est insécure. Si les gens acceptent en fait de répondre aux injonctions, de répondre aux ordres de cette minorité, c'est bien parce qu'il y a cette perception, en fait, que l'on est en insécurité. Si tout le monde était en sécurité, on n'aurait plus besoin, en fait, d'avoir quelqu'un qui nous donne des ordres et qui nous rassure, en fait. Et c'est en lien aussi avec le cerveau reptilien, en fait, qui justement se sent toujours en insécurité. Donc, ça amène l'humain à un fonctionnement qui se bat pour survivre, en fait. Le sentiment d'insécurité nous sépare, en fait, du sentiment d'être soutenu par le tout. On a perdu le lien avec justement notre part spirituelle qui fait que on se sait en sécurité profondément. On est coupé de ça, en fait. Et donc, dès qu'on laisse rentrer la peur de manquer et la peur des autres, alors, du coup, évidemment, on se retrouve envahi par ce stress. On doit se souvenir, on doit se rappeler, on doit aller chercher à l'intérieur de nous l'endroit qui est sécure, en fait. Mais c'est un chemin à faire, en fait. Sinon, on reste prisonnier, justement, du système. C'est ça qui est la maturité et c'est se rappeler ce qu'est être un humain. Un humain avec cette dimension divine, en fait. Et c'est comme ça qu'on va dépasser l'insécurité d'un monde contrôlé par la domination. Le challenge, c'est vraiment comment se sentir en sécurité dans un monde qui ne nous laisse pas trop le temps de nous relaxer et qui nous donne vraiment la vision en permanence à travers les médias, à travers justement, surtout les médias, que nous sommes en danger, que le danger, il est partout. Donc, c'est vraiment cette question de prendre de la distance, en fait, de voir, de monter, de prendre du recul par rapport à tout ça et de ne pas se laisser happer par l'ego, parce que c'est l'ego qui a peur, c'est le mental qui a peur, c'est le drama, c'est le côté émotionnel. Il va se laisser envahir, en fait, par tout ça. Et voilà, on va aller chercher justement la sécurité dans un CDI, dans tout ça. Écouter l'insécurité rassure. Ça peut paraître paradoxal, mais en réalité, le chemin, et c'est vraiment le chemin que propose le Gen Kim et que moi, je pratique déjà depuis plusieurs années et qui est vraiment le chemin de la libération, c'est de ne plus nous laisser happer, encore une fois, par le drama, l'émotionnel, la peur, etc. Mais de la contempler, de regarder en face, de rester avec, de plonger avec et d'aller voir les sensations dans le corps, de les laisser vraiment se diffuser dans le corps. Et je t'invite vraiment à faire ça, à aller vraiment prendre du temps à dire c'est quoi les endroits, c'est quoi les événements qui te font le plus peur, qu'est-ce que ça t'invite à faire, comment tu fonctionnes dans la peur. Et tu verras que dans les situations de peur, eh bien, tu perds tes moyens. Tu n'es plus toi-même. Tu n'es pas une âme. L'âme, elle reste là, en fait, face à la peur.
l'âme, elle n'est pas insécure, l'âme, elle est sécure. Mais on a un héritage, en fait, encore une fois, parce que justement, toutes ces dimensions de stress n'ont pas été gérées avant, eh bien, nous, on doit travailler là-dessus, nettoyer ça et transmuter, en fait, et aller voir ces parts de soi qui ont eu peur dans l'enfance pour aller les calmer. Ok, je te prends dans les bras. Ok, et j'essaie de te rassurer parce que souvent, nous n'avons pas été rassurés quand nous avons été en insécurité. Et l'insécurité peut parfois prendre des sources vraiment à l'origine même de l'incarnation. On arrive stressé, très souvent, pour la plupart des hypersensibles. On arrive dans des conditions où les parents se prenaient la tête, où déjà dans le ventre, on sentait de la tension. Si, par exemple, tu es né après terme, par exemple, où bah, tu peux être sûr qu'il y avait déjà des tensions à chez tes parents. Si ton arrivée sur Terre a été compliquée, c'est que déjà il y avait un refus d'incarnation, et s'il y avait refus d'incarnation, c'est que c'est que déjà tu savais que tu n'étais pas franchement accueilli et attendu. Et ça crée du stress, évidemment, chez l'embryon, en fait. Donc, et c'est souvent justement parce qu'on ne veut pas ressentir l'insécurité qu'on va attaquer l'autre. On ne veut pas aller voir la part de nous qui avons peur. Donc, on va projeter, on va attaquer, et c'est comme ça où on va fuir. Donc, et donc ce que dit cette clé-là, c'est que l'ombre parle de possession aussi. Pourquoi on veut dominer? Parce qu'on a cette vision du monde, et ça aussi, c'est quelque chose qu'on est en train de diffuser de plus en plus, que va y avoir, et avec le Covid, on l'a vu, les richesses sont limitées. Oh, il n'y en a pas pour tout le monde. On retourne dans des hystéries, en fait. On sème la panique en semant ce genre de discours, que voilà, il y a trop de population et que du coup, voilà, il ne va pas y en avoir. On est vraiment dans cette vision du monde que si tu ne prends pas ta place, si tu ne te bats pas pour prendre ta place, alors tu n'auras pas assez à manger, en fait. Mais oh, faut arrêter, quoi. Il y a à manger pour tout le monde. Et je pense que d'ailleurs, si les plus riches mangeaient un peu moins et gagnaient un peu moins, tout le monde s'en sentirait beaucoup plus heureux, en fait. Mais non, on est toujours dans plus ou moins, en fait. On est encore dans une vision du dominant-dominé, en fait. C'est ça, c'est de ça dont on doit sortir. Et donc, il faut sortir justement à titre individuel, se détacher justement de la possession pour arriver, pour aller beaucoup plus dans cette notion de liberté. Tu comprends bien que tu ne peux pas être libre tant que si tu continues à être dans cette quête de possession. Et moi, je l'ai vécu. Je croyais être en sécurité parce que j'étais mariée, parce que j'avais ma maison, parce que j'avais un CDI, et la vie m'a amenée à tout perdre au fur et à mesure, et de prendre conscience que bah, c'est pas parce que je perdais mon mari que ah ben non, mais je suis encore vivante, tout va bien. Je perds ma maison alors que j'avais l'impression que oh, ça y est, j'ai réussi parce que je suis propriétaire. Non, mais arrête, quoi. Non, je suis justement, c'est arrêter de quelque part de projeter la valeur de qui tu es sur les possessions que tu as. C'est comme ça qu'on fonctionne. C'est comme ça que fonctionne la majorité des gens qui sont vraiment drivés par des valeurs, justement, encore une fois, du patriarcat. Mais moi, j'ai tout perdu. Donc, du coup, j'ai dû apprendre à continuer à être, à avoir ce sentiment, à nourrir ce sentiment de valeur, même si je perds tout, quoi. Waouh! Je peux t'assurer que ça n'a pas été simple, hein. Ça m'a fait faire des voyages un peu émotionnels, costauds, hein. Mais c'est OK. C'est justement ça qui me rend particulièrement sécurisée, parce que je sais que même si je perds tout, bah, j'ai encore ma place, j'ai encore
Et justement, j'ai encore plus ma place parce que j'ai des choses à raconter, j'ai des choses à faire. J'ai évolué justement par rapport à la vision d'où je viens en fait. Et c'est ça qui justement m'a fait transmuter le stress. J'étais très stressée parce que j'avais peur de perdre tout. Mais une fois que tu perds tout, tu te dis, bah en fait, non, je n'ai pas à stresser, tout va bien en fait. C'est ça qui est paradoxal. Et donc, il y a justement, à force de faire ça, j'ai bien vu que derrière la peur, il y avait la foi. C'est-à-dire que d'être plus j'ai perdu de choses et plus je me suis reliée que j'étais protégée, que j'étais soutenue par quelque chose de bien plus grand que moi, en fait, que j'étais profondément en sécurité. Mais c'est vraiment une sensation intérieure, quoi. Je ne peux même pas l'expliquer, quoi. Le cadeau, c'est la synergie. Et justement, la synergie, c'est ce sentiment de confiance en soi, mais profonde, quoi, de force intérieure, de sécurité intérieure. On ressent l'harmonie intérieure, en fait. Et quoi qu'il arrive, c'est ça qui est génial, c'est que on n'est plus ballotté en fonction des événements de la vie. Alors oui, souvent, ça fait quand même un peu ça, je dis pas, hein, quand tu perds... quand tu dois te séparer de la maison, à chaque fois, ça fait boum, quoi. Si tu te prends un coup dans la figure. Mais à force, bah, plus tu avances et plus tu perds les choses, et plus tu comprends plus tu es en lien avec justement le chemin de ton âme, parce que c'est évidemment un chemin que j'ai fait en parallèle. Et puis, je me dis, waouh, ah ouais. Donc là, c'est ça. Là, allez, on y va encore. Et tu prends les choses avec tellement légèreté, tu te dis, waouh, enfin, le dernier en date, c'est j'ai perdu tout un placement. Là, tout l'argent que j'avais gagné de ma maison, bam, je perds tout. Et là, voilà, évidemment, au départ, il y a quelques culpabilité qui vient, j'ai pas fait ci, j'ai pas fait ça. Et à force d'aller travailler sur toutes ces blessures, de cette culpabilité, j'ai vu en fait que non, c'est juste un jeu, quoi. C'est mon âme qui est en train d'expérimenter comment je peux me libérer de tout, quoi. Waouh, incroyable, quoi. Et là, ben voilà, et là je vois une buse qui vole et je me sens légère comme une plume, quoi. Parce que, mais oui, quand je suis détachée de ce besoin de gagner l'argent parce que plus on gagne, plus on dépense, et plus on dépense, plus c'est compliqué. Et là, je vibre à l'unisson du cosmos. C'est ça le cadeau, en fait. Et du coup, il y a un espèce de calme à l'intérieur. C'est ça la synergie, en fait. Ça s'opère vraiment au niveau de la chimie de l'ADN, en fait. C'est incroyable. Et évidemment, c'est aussi ce que l'on doit expérimenter au niveau du collectif quand on est aligné avec les autres. C'est ça, cette synergie relationnelle. On danse, voilà, et on est capable de s'entendre. On est capable d'entendre l'autre. On est en respect de l'autre. C'est beau. C'est vraiment quelque chose. Enfin, moi, c'est quelque chose que j'ai découvert, qui est merveilleux, quoi. Et c'est ce que je fais vivre aussi dans la relation, dans la danse aussi. J'ai vraiment beaucoup appris cette notion de synergie, de ne plus être happé par ce que vit l'autre dans sa danse et de juste être là, observateur et de voir, ah ok, moi, comment je danse avec ça, quoi. C'est juste, waouh, incroyable. Donc, une fois qu'on a compris que l'on n'a plus à se battre les uns contre les autres, eh bien, on va œuvrer avec l'autre. Mais il faut déjà l'avoir fait à l'intérieur, d'avoir fait cette alchimie intérieure pour pouvoir le voir. On parle plus alors de facilitation que de cohésion d'équipe ou de travail en équipe. Non, il n'est plus question, parce que le travail en équipe, souvent, il y a toujours un chef qui décide de l'autre et puis qui demande aux autres d'obéir. Alors que dans la synergie, chacun est à son endroit, chacun a son énergie, et justement, on va se nourrir de chaque énergie de chacun, de la diversité, de la singularité. La meilleure représentation pour moi de cette synergie relationnelle, tu vas rire, c'est Kung Fu Panda 3. Et de toute façon, Kung Fu Panda ne parle que de l'évolution de l'humain. C'est magnifique. Voilà. Je pense qu'un jour, je ferai une vidéo sur ce film parce que pour moi, ça a été une révélation.
Tout est dit dans ce dessin animé. C'est génial. Donc, chaque groupe a son identité propre et son but supérieur. Et c'est vraiment important de voir que l'idée, c'est d'aller de vivre, d'expérimenter la communion. Et cette communion, elle passe déjà par la communion avec le subtil, avec le tout, avec la contemplation à la nature. On est en communion avec la nature. Et une fois qu'on a vraiment expérimenté, fait cette expérience en fait de communion, et donc évidemment de communion de soi avec le tout, eh bien on peut de nouveau le revivre avec l'autre. Mais il faut passer par cette communion intérieure pour pouvoir le vivre avec l'autre. Pour moi, c'est une illusion de croire que l'on peut être dans une relation de communion, c'est-à-dire d'être qui je suis avec l'autre, sans passer par cette phase-là. Et voilà, donc ça, c'est ce que nous indique en fait la synergie. Le cadeau, pour en revenir, les scientifiques ont longtemps pensé que la vie passait de l'ordre au chaos, jusqu'à ce que Mandelbrot découvre l'existence de schémas universels nommés fractals. Alors, désolé pour les fautes, j'ai pas corrigé, ça c'est tout moi. Qui veut aller direct dans l'action, j'avais vraiment à cœur de te partager ça, et malheureusement, je n'ai pas relu ça, désolé. Donc, la vie crée dans le chaos des schémas organiques. C'est ce que Mandelbrot, lui, a mis en évidence que non, on n'était pas juste, on passait pas juste de l'ordre au chaos et de chaos à l'ordre. Il y a justement une intelligence organique qui, justement, crée des chaos, crée du chaos pour retrouver un nouvel ordre. Et c'est ce que l'on vit à titre individuel. Et c'est ça que j'ai envie de partager, c'est que le stress, eh bien, va créer cette dissonance, cette interférence, ces trucs qui c'est pas agréable. Et c'est parce que c'est pas agréable que justement, on va aller chercher des solutions pour retrouver un nouvel ordre, une nouvelle harmonie, en fait. Et c'est pour ça que c'est vraiment catastrophique la façon dont la médecine gère le stress à coups de médoc, etc. Parce que au lieu de pousser les gens à aller chercher des solutions à l'intérieur, on enlève, on fait digérer des médicaments qui étouffent le stress, qui dit « Ah ben non, faut faire avec, tu ne pourras pas faire autrement, c'est comme ça, et tu devras vivre avec ça. » Mais non, non, il y a un processus qui est à l'œuvre, en fait. Quand il y a du stress, il y a un processus de transformation qui est à l'œuvre et qui, justement, va t'aider à grandir, à évoluer, à changer, parce que nous sommes en phase de transmutation, les amis. Vraiment, c'est vraiment important de l'entendre. Nous sommes en train de transmuter. L'humain est en train de muter. Et nous sommes invités à muter, et le stress est là pour nous inviter à muter, en fait. Donc, acceptons le stress. Allons voir ce qu'il y a dans le stress et méditons contemplons le stress, mais ne cherchons pas à nous en échapper. Au contraire, plus on ira à la rencontre de ce truc qui est désagréable, et bien plus, en fait, il va se transformer à l'intérieur. Et ce qui est en effet incroyable, c'est que l'harmonie, en fait, elle existe déjà dans d'autres dimensions. Et que du coup, il faut aller la chercher, en fait. Et l'harmonie, elle est magnétique, en fait. Et c'est ça qui fait que tout d'un coup, quand on a passé ce cap, en fait, du stress, eh bien, on va justement attirer des gens qui sont comme nous. C'est pour ça que c'est vraiment un passage, mais très, très important, en fait. Parce que c'est ça qui va faire que l'on va reconnaître les nôtres, en fait.
ce que j'ai vu, moi, par exemple, la période où j'ai ressenti le plus de stress, c'est quand j'ai quitté Paris pour aller en Alsace. Je crois que c'est là où j'ai vraiment vu le plus de stress. J'avais beaucoup de résistance. Il a fallu que je mette beaucoup d'énergie pour pouvoir y aller et travailler beaucoup sur moi. Et comme par hasard, quand justement j'ai traversé ce stress et j'ai continué à y aller, malgré tous les signaux qui me disaient n'y va pas, parce qu'au départ j'y allais pour rejoindre mon amoureux et puis tout d'un coup mon amoureux m'a dit non, ça va pas le faire. Mais j'y suis allée quand même parce que je sentais que c'était juste pour moi. Et là-bas, eh bien, comme par hasard, j'ai rencontré toutes les bonnes personnes qui sont venues à moi et qui m'ont aidé justement à vivre cette notion de stratégie, de synergie. Donc, il y a vraiment un tunnel à passer, voilà, un pont à passer qui n'est pas toujours agréable, qui n'est pas plus ou moins facile selon d'où on part, mais il y a de la résistance. Tu vois, quand tu vas commencer à prendre le pont, tu vas sentir une résistance. Il y a toute une part de toi, ça c'est l'ego, qui va se manifester en disant non. Et si tu demandes aux autres, tu peux être sûr qu'ils vont te dire non, non, ah ben non, mais n'y va pas, non, non, mais ça va pas, t'as pas besoin de faire ça, t'as pas besoin de sortir, t'as pas besoin de machin. Mais non, mais parce que les personnes qui sont autour de toi, quand tu es en train de sortir, de quitter, elles sont comme toi, elles ont peur, elles sont insécures. Donc tu demandes à des gens qui sont insécures de te rassurer, c'est juste pas possible, quoi. Donc il faut faire ce pont-là, il faut éventuellement prendre quelqu'un, te faire accompagner par quelqu'un qui a déjà passé ce cap, et une fois que tu auras passé ce pont, là tu vas retrouver des gens qui vivent ce processus-là, mais une fois que tu auras traversé le pont. C'est ça. Alors, la véritable source de stress, ça c'est important. Puisque c'est vraiment, en tous les cas, c'est comme ça que ça va se rejouer. C'est pas l'origine de l'origine, mais en tous les cas, c'est comme ça que ça va se rejouer dans ta vie au quotidien, et c'est ça qu'il faut que tu comprennes. Maman est égale amour, papa est égal à sécurité. Ça, c'est en fait ce à quoi tu as le droit quand tu arrives sur Terre et ce à quoi tu crois. C'est que pour grandir, pour, pour survivre, j'ai même envie de dire, tu dois croire en l'amour de ta maman et en la sécurité de ton papa. Donc, toutes les photos là que tu vois, tu dois penser que, bah oui, ta maman, elle t'aime, et tu y crois dur comme fer, hein, et que ton papa, il t'apporte la sécurité, il est gentil avec toi, il a fait tout ce qu'il fallait pour toi. Ouais. Sauf qu'en réalité, bah, il y a des chances que ça ne soit pas complètement vrai. Et du coup, par exemple, une mère qui est absente, eh bien, va créer un moi, donc une identité très insécure. Ça, c'est la théorie de l'attachement de Bowlby. Je ne vais pas la détailler, mais aujourd'hui, il est prouvé qu'une maman qui est absente, une maman qui travaille trop, une maman qui est autoritaire, une maman qui ne cajole pas, une maman qui ne répond pas aux besoins de l'enfant va créer énormément d'insécurité. Et tu comprends bien que c'est ça, c'est dès l'origine. Donc, ça va créer en fait du stress dans le système nerveux. Donc là, déjà, stress. Maman n'est pas complètement, ne m'aime pas complètement ou même de manière conditionnée. C'est-à-dire, maman, même à la condition que je sois gentille, maman, même à la condition que, ça crée du stress. Pareil pour papa. Si papa, donc la maman, elle est là pour créer donc vraiment l'identité de l'enfant et elle est la première qui va aider la construction de l'enfant dans son être en fait. Le papa, lui, sa fonction, ça va être d'aider l'enfant dans sa relation à l'autre en fait. Il va aider à la diffusion avec la maman et le papa qui voit la petite princesse et qui justement écoute les besoins de l'enfant et lui dit mais vas-y, va c'est génial qui tu es, montre-le au monde.
et voilà, jouir de la vie. Le papa, c'est celui qui autorise aussi, qui autorise à être qui tu es dans la vie. Sauf que si tu as un papa qui pense qu'à lui, qui est très égoïste, qui ne pense qu'à, voilà, ou qui est absent, ou qui donne la raison à la maman qui est absente, bah, en fait, c'est un papa ou un papa qui est autoritaire, eh bien, ça va générer du stress. Donc, tu vois que déjà là, ce stress, il est là en toi, sauf qu'au départ, tu crois que c'est normal. Et c'est là le piège. C'est là où il y a quelque chose de très symbolique et de très énergétique. C'est que, en fait, c'est ce que je te disais tout à l'heure, tu es arrivé avec du stress. Sauf que, bah, comme c'était ce que tu as vécu, tu te dis, bah, c'est normal. Et donc, ça va se nourrir comme ça. Tu vas croire que l'insécurité, c'est normal. Et tu vas, du coup, continuer à aller chercher des situations qui, finalement, ne vont pas t'aider à t'en sortir, mais au contraire, va continuer à nourrir le stress. Tu vas te marier avec un homme qui va de nouveau ne pas t'entendre, ne pas te reconnaître, ça va créer de la tension, ça va créer une frustration et tu vas accumuler le stress. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, c'est juste plus possible en fait. Il faut vider, il faut transmuter tout ça et il faut comprendre d'où ça vient, où est-ce que tu as construit des mensonges pour t'autoriser à vivre autre chose. Et c'est là où il y a vraiment ce passage de je stresse ou je stresse pas. Les 4 étapes pour sortir du stress. Alors, déjà, pour comprendre les 4 étapes, il faut comprendre la construction de la psyché aussi par rapport au papa et la maman. Donc, on l'a vu. Donc, c'est comme un triangle. Il y a toi, papa et maman. Papa, c'est le lien avec l'univers, c'est la relation au ciel, hein, c'est le Père ciel, et la mère, c'est la terre-mère. C'est celle qui va justement te différencier, en fait. C'est celle qui va, la maman, c'est celle qui va normalement mettre en lumière ta graine, la graine de qui tu es. Et donc, du coup, le lien à l'autre, en fait, et qui va te rassurer aussi sur qui tu es. En fait. Donc, on est dans ce triangle-là de micro, médio et macro. Donc, le je suis, le je suis unique, bah, selon, en fait, comme tu l'as vu tout à l'heure, selon le lien que tu as eu à ta mère et à ton père, il va être plus ou moins évident. Souvent, très souvent, chez les THPI, tous les hypersensibles, justement, il y a un vrai problème de ce je suis. Le je suis n'est pas différencié. Je ne sais pas quels sont mes besoins. Ce je suis, il est trop associé à l'autre, en fait. Et donc, du coup, eh bien, c'est ce chemin-là qu'il va falloir faire. Se rendre compte que je suis en train, que toute mon enfance, j'ai construit des mensonges. Et que du coup, je me suis interdite d'être moi-même. Donc ça, c'est la première étape. Et ensuite, il y a l'étape de la responsabilité. Ok, je me suis raconté des mensonges. Papa n'est pas sécurité, maman ne m'a pas sécurisé de manière inconditionnelle. Maman ne m'a pas aimé de manière inconditionnelle. Ok, bah maintenant je dois prendre la responsabilité de ça. Et c'est là où justement on va aussi faire un chemin pour aller se connecter avec moi à l'univers. Comprendre que bah, c'est un chemin de vie, que c'est un choix d'âme, que d'avoir fait cette expérience-là, justement parce que je dois travailler sur mon je suis, en fait. Et une fois que je fais ça, eh bien, l'idée, c'est de se donner ces autorisations. Les autorisations que tes parents ne t'ont pas données, il va falloir te les donner. Apprendre à te nourrir par toi-même. Donc, être autonome, travailler sur cette souveraineté, sur cette autonomie et sortir justement de ce lien sacrificiel avec l'autre. Et c'est là le chemin, en fait, qui va t'aider à te déstresser. Puisque tu ne seras plus dépendant des autres, eh bien, tu seras en lien avec, connecté à l'univers, reconnecté à qui tu es profondément. Et donc, voilà, une fois que tu es relié à ton âme, l'âme, elle n'est pas stressée, encore une fois. Et l'enjeu, ça va être de le manifester ensuite dans le monde, et là, de prendre ta juste place
et tu ne dépendras plus de personne. Et là, tu seras complètement affirmé et une fois que tu es sur ton chemin de vie, eh bien, il y a vraiment un calme, une sérénité qui s'installe à l'intérieur de toi. Tu sais que tu es sur ton chemin et tout va bien, en fait. Donc là, je vais passer rapidement. Je l'ai dit, le rôle de la mère, c'est la sécurité intérieure, c'est le lien avec les sensations, et juste ça qui est très important. C'est elle qui, justement, quelque part, donne ce lien à l'incarnation. Une maman qui a été présente fait que l'enfant, il sait qu'il est aimé, et donc il ne se pose pas la question de est-ce que je suis coupable d'être incarné ou pas, quoi. Non, il est légitime, il est aimé, en fait. Et voilà, ça c'est vraiment... et il n'a pas de problème avec son corps, il est en contact, il aime son corps. Ça, c'est voilà, la vision idéale, en fait. Et la maman, et c'est aussi celle qui transmet la jouissance de la vie. Donc, si ta mère était triste, dépressive, eh bien, justement, elle était dépressive parce que toi, tu as travaillé sur la jouissance de la vie. C'est ça, tu vois, de te détacher de cette énergie de la mère pour aller chercher la tienne, en fait. Donc, l'objectif, c'est retrouver la sécurité intérieure à travers la vibration. Voilà. C'est vraiment, on a un trésor à l'intérieur de nous. La maman, normalement, est celle qui voit le trésor en toi. Mais si elle-même, elle est complètement pas bien, c'est une relation qui devient toxique. C'est pas une relation magique, c'est une relation toxique. Et donc, voilà, il va falloir aller travailler, aller chercher tes trésors intérieurs. Et sur le chemin, bien évidemment, tu vas rencontrer des dragons, des peurs, des tout ça. C'est ce que je te dis tout à l'heure, que quand tu vas traverser, tu vas aller à l'intérieur de toi, tu veux traverser, tu veux quitter la mer, bah oui, il va y avoir des résistances, c'est les dragons. Le père, c'est la sécurité extérieure, et donc la fonction paternelle, c'est tu n'es pas elle. Et il vient renforcer justement la graine, ce trésor à l'intérieur de toi. Et donc, il le manifeste, et en plus, comme c'est quelqu'un qui est de sexe, enfin, c'est une femme, il est de sexe opposé, et donc, il est celui qui va justement construire la relation à l'autre sexe, en fait. C'est le premier amour de ta vie, donc la relation avec le papa, elle va évidemment teinter la relation à l'homme plus tard. Et c'est lui qui va te donner la nature, qui va reconnaître ton identité propre, en fait. Un père absent, eh bien, va faire que tu vas avoir du mal à sortir de ta terre. Tu vas rester dans ta grotte, tu vas rester enfermé. Donc, du coup, tu vas obéir, tu vas rester dans des systèmes qui te paraissent sécurisants, mais c'est une illusion, en fait. Une fois un papa qui est sécurisant, te donne des ailes, en fait, donne le pouvoir d'être indépendant, etc., parce que tu es vraiment en sécurité. Et tu es en lien aussi avec la vision de ta vie, en fait, parce que le papa, il entend le besoin de la petite fille, il entend la façon de penser à la petite fille, et il la reconnaît comme étant différent, il s'intéresse, il dit « Ah ouais, c'est intéressant, ta vision de faire, là, waouh, bah ouais, c'est chouette. Bon, je comprends pas tout, mais dis-moi plus, tu vois. » C'est pas un papa qui parle que de lui, quoi. C'est ça un papa qui est sécurisant. Donc, les idées reçues à la con pour ne pas aller dans l'émotion et pour pas aller voir son trésor intérieur, c'est pas grave, même pas peur, je ne peux pas. Les injonctions du type n'aie pas peur, arrête de paniquer, ça sert à rien, puisqu'il n'y a aucune quantité de stress qui ne peut changer le futur. Voilà. On sait tout ça, mais le savoir ne change rien. Alors, que se passe-t-il au niveau biologique avec l'anxiété? Le système nerveux ne fait pas de différence entre ce que tu imagines et ce qui est déjà passé, en fait. Le problème, c'est quand on a des traumas, et c'est souvent donc quand on a eu un parent qui n'était pas sécurisant et aimant, il y a du trauma, eh bien, la blessure, elle continue à tourner, en fait, comme une application là, qui tourne et qui te bouffe ton système nerveux. Et c'est ça qui te fatigue, en fait. Donc, donc, il y a toujours, c'est comme si les traumatismes, ils étaient toujours dans le présent, en fait.
Donc, il va falloir retourner et quand c'est dans le présent, c'est projeté sur le futur. Donc, du coup, c'est là où ça ne va plus, en fait. Ensuite, derrière le stress, un danger imaginaire et une interdiction et l'interdit des émotions. Parce que très souvent, l'émotion qui est réprimée, c'est la colère. Il y a un système d'adaptation quand on a été traumatisé. Pour garder le lien avec papa, maman, eh bien, on va faire la gentille. On va faire le sage, on va, voilà, gentil, hein, on va obéir et on va rester aux ordres. Oui, sauf que en fait, quand il y a eu de l'injustice, de la trahison, eh bien, à l'intérieur de toi, il y a beaucoup de colère. Voilà, c'est injuste, en fait, tout ce qui s'est passé. Mais l'enfant, en fait, ne veut pas le voir. Pour sa survie, il ne peut pas le voir. Donc, c'est comme s'il mettait une chape de plomb là-dessus. Et la colère, finalement, elle est sourde, elle est à l'intérieur de soi. Et souvent, c'est ça qui construit à la culpabilité et à de l'autodestruction, à une dévalorisation de soi. C'est ça, en fait. C'est parce que on ne peut pas exprimer la colère aux parents qu'on se dit c'est ma faute. Et ça, de toute façon, c'est le schéma psychologique. Un enfant qui a été traumatisé, qui n'a pas été nourri comme il faut, il se dit que c'est sa faute. Ou soit il dit c'est sa faute, soit il dit voilà, c'est parce que je ne suis pas important. De toute façon, ouais, je comprends en fait. Mes parents, ils ont eu raison parce qu'en fait, je suis pas, ouais, je suis pas digne. Ou alors, il va construire un monde vraiment de méfiance en fait. En tous les cas, dans tous les cas, la colère en fait n'ose pas s'exprimer en fait. Elle reste on reste dans la frustration et on fuit et on se fige. Et donc, du coup, voilà, on se punit, en fait. Quelque part, tu comprends que tu as été programmé pour ne pas écouter tes besoins. Tu as été programmé, tu as été éduqué pour ne pas écouter le vivant en toi. Et le vivant en toi, c'est ton féminin. Et donc, c'est ça qu'il va falloir aller retrouver, en fait. Il n'y a aucun développement de conscience sans douleur. Les gens vont tout faire, peu importe comment, c'est absurde, pour éviter d'avoir à confronter leur propre âme. Leur propre âme et leur propre ombre, leurs émotions. Quelqu'un ne devient pas illuminé juste en imaginant des figures de lumière, mais en rendant consciente sa noirceur, la noirceur. En effet, j'aimerais juste faire un petit aparté sur la notion de spiritualité. Aujourd'hui, quand on parle d'éveil, on parle de parler avec les anges, les archanges, etc. Mais non, ça c'est s'échapper, ça. Ça, c'est s'échapper à notre incarnation. C'est pas ça du tout, en fait, la spiritualité. La spiritualité, c'est se confronter à notre ombre, se confronter à nos imperfections, parce que nous sommes là. Et c'est prendre conscience que nous sommes là pour grandir, pour évoluer. On n'est pas là pour être parfait. On est là pour apprendre. Donc, la vie est une école. Nous sommes en apprentissage. Acceptons justement notre choix d'incarnation. On est venu sur Terre pour apprendre, pas pour être plus fort que les autres. Justement, on est venu sur Terre avec beaucoup d'humilité pour apporter notre lumière, mais aussi pour apporter notre lumière, il faut aller voir dans l'ombre en fait. Il faut reconnaître justement nos imperfections, les transmuter, et c'est comme ça en fait que tu vas voir que tu vas être beaucoup plus lumineux, en fait. Mais ça demande beaucoup d'humilité. C'est un vrai chemin, il faut se courber, hein, c'est pas simple. Hein. Alors, pourquoi je parle si bien, en fait, de ce problème de stress? Parce que, en fait, c'est l'histoire de ma vie. Alors, je parle même pas d'avant, parce que, voilà, ça s'est manifesté surtout en 2002. En 2002, je revenais de congé maternité et là, j'ai eu le premier choc de ma vie. Ça faisait 5 ans que je me tuais au boulot pour justement réussir un projet hyper stratégique. J'étais hyper fière. Alors là, j'étais dans l'ego total. Hein. J'avais réussi et je m'étais éclatée dans un projet d'Internet mobile. J'ai lancé l'Internet mobile
donc le projet le plus stratégique pour Bouygues Télécom. Et 4 ans après, bam, je reviens de congé maternité, je suis mise au placard. Le choc. Mais le pire, c'est qu'à cette époque-là, justement, je n'ai pas pu aller contacter la colère. Je me suis dit, bah ok, qu'est-ce que j'ai fait? Je ne comprenais pas. Donc là, la colère, elle est restée enfouie. Il y avait une profonde injustice, mais je ne voulais pas la voir. Mais comme déjà mon couple n'allait pas fort, bah, j'ai eu une espèce de lumière. Je me suis dit, bah ok, tant qu'à faire, je vais peut-être j'ai cherché une solution. En fait, j'ai cherché un échappatoire et la solution que j'ai trouvée, c'était d'aller à l'étranger. C'était un rêve. Je me suis dit, OK, j'ai poussé mon ex-mari à partir en étranger et résultat, on est parti 5 ans à Athènes. Mais en faisant ça, je fuyais. J'ai fui mon problème. J'ai fui le stress. Je ne voulais pas aller voir à l'intérieur de moi. Et, mais je me suis quand même libérée, en fait. Mais évidemment, 4 ans après, rebelote. Le voyage de la lune de miel s'est traduit par un divorce, en fait. Donc, dès que je voyais, voilà, j'avais l'impression que j'étais maudite, en fait. Dès que j'avais quelque chose de bien, bam, je devais le payer, en fait. Donc, divorce. Et là, bah, là de nouveau, je n'ai pas voulu voir ce que je... Et pourtant, c'était super douloureux. Pourtant, à ce moment-là, j'ai commencé à voir une psy, mais j'ai fui. Et je suis allée de nouveau chercher la sécurité dans un CDI. Je suis revenue en France et là, je suis allée, je te donne en mille, dans les assurances. Ah oui, c'est rassurant les assurances. Ouais, sauf que, bah, évidemment, là non plus, j'ai pas obtenu la position que je voulais. J'ai été déçue, j'étais dans la frustration, mais j'ai ravalé ma valda et j'ai continué en fait. Mais je me suis punie et ça a créé de la maladie. Je n'ai pas voulu écouter mes émotions, je ne les ai pas libérées. Bah, voilà, le corps a parlé. Et, et en fait, c'est à ce moment-là que j'ai commencé quand même un travail thérapeutique, que j'ai rencontré la danse libre. Donc là, j'ai commencé à trouver des outils pour me libérer. Mais voilà, c'était quand même pas, c'était encore un peu superficiel. Et de nouveau, injustice, je retourne dans le CDI parce que je ne trouve pas l'énergie en fait pour me lancer de manière autonome. Je n'ai pas la force à l'intérieur de moi, je ne sais pas qui je suis, donc c'est normal. Donc je donne le pouvoir aux autres, je retourne en CDI et de nouveau injustice. Et c'est là où, à bout d'un moment, j'ai dit ok, là je dois comprendre quelque chose, parce que sinon je me tirais une balle. Hein. Et du coup, c'est là où j'ai vraiment décidé d'aller dans les profondeurs, de passer non pas de la thérapie, mais à vraiment un gros travail beaucoup plus en profondeur qui m'a reconnecté à mon âme, à qui je suis vraiment. Et à partir de là, bah, j'ai changé. La reconversion est devenue une évidence parce que j'avais des clés énormes en fait. Et cette expérience et cette transmutation, j'avais envie de la partager en fait. Et ça a donné vraiment du sens à ma vie et ça m'a reconnecté au grand tout. Et voilà. Les 4 sources de l'anxiété. Donc c'est pour ça que j'en parle avec autant de compréhension et de clarté parce que j'ai compris beaucoup de choses à travers mon propre parcours. Les 4 sources de l'anxiété, c'est la peur réelle, bon, évidemment. Hein, s'il y a un danger, évidemment, tu vas avoir de l'anxiété, mais ça se vit plutôt bien en général. La peur de la peur, donc là, c'est la peur irrationnelle qui est liée à un événement traumatique. Ça peut être une morsure de chien qui fait que tu as peur à chaque fois que tu vois un chien, mais tu l'as compris, la peur de la peur, elle est liée aussi à ce que tu as vécu de traumatique dans ton enfance et qui est en lien aussi avec la peur symbolique, qui est que dès que tu dépasses une limite supérieure, c'est-à-dire que dès que tu vas commencer à être en espèce de flagrant délit que ta maman n'était pas amour et que tu n'as pas reçu l'amour ou la sécurité dont tu méritais, eh bien, souvent, il y a une interdiction et cette interdiction va générer de la peur, qui est une invitation à la dépasser. Hein. Il y a une transmission, c'est là où il faut rester avec et surtout pas laisser ta limite supérieure te gouverner, en fait. C'est le signe juste que tu es en train de sortir justement de tes névroses, donc c'est vraiment bon signe, en fait. C'est là où il ne faut pas lâcher.
Et la peur collective, ça c'est aussi important parce que les hypersensibles, eh ben, comme on a fusionné avec le père et la mère et que justement le désir des parents était plus important que toi, ça a fait que tu as dilaté ton champ émotionnel. Et c'est ça aussi qui va faire que les hypersensibles sont particulièrement, comment dire, euh, sont des éponges en fait aux gens qui sont autour d'eux en fait. Et c'est pour ça aussi que il y a certaines personnes qui peuvent te générer du stress parce qu'elles portent du stress et toi tu ressens le stress de la personne. Donc ça c'est vraiment important de voir que des fois ton stress à toi peut être lié aux personnes qui sont autour de toi ou même à l'inconscient collectif. On a une capacité, nous les hypersensibles, et c'est pour ça qu'on est particulièrement sensible au changement de lune ou ce genre de choses, parce que on est vraiment, on est perméable aux énergies environnantes. On sent l'invisible en fait. Et c'est un don aussi quelque part, parce que ça te permet d'avoir justement accès à cet invisible, mais il faut apprendre à le distinguer et c'est tout le travail à faire. Et donc, l'autre chose, c'est que l'anxiété provient en effet pour moi justement d'une absence de risque. C'est parce qu'on reste prisonnier, prisonnière de danger et que l'on ne le traverse pas que finalement on reste dans cette anxiété. Ma vie a vraiment commencé à changer quand j'ai transmuté et quand j'ai traversé les peurs. J'ai eu des périodes, donc je parlais du départ de Paris, qui a été un grand moment pour moi, où vraiment il y a eu un moment donné, j'ai failli rester, parce que je n'arrivais pas à vendre mon appart, ça a généré beaucoup de stress, mais voilà, je me suis fait accompagner et du coup j'ai transmuté. Après, j'avais très peur d'aller en Inde. Eh bien, j'ai décidé de suivre voilà, les personnes qui me disaient d'y aller. J'ai entendu plusieurs personnes me dire, voilà, me dire qu'il fallait que j'aille en Inde. Ben, j'ai dépassé mes peurs et vraiment, j'en ai vécu beaucoup pendant ce voyage-là. Et c'est là où j'ai fait l'expérience, parce que c'est une expérience qu'il faut vivre, que plus j'ai la trouille, plus en fait la vie m'a apporté des cadeaux, quoi. C'est un truc de malade. Mais au départ, bah, souvent, tu as l'impression, on te dit que la peur est égale à danger. Tu crois dans ton cerveau, on a été éduqué comme ça, de croire que la peur est égale à un danger, donc tu n'y vas pas. Alors que dans le processus d'évolution, c'est quelque chose à traverser en fait. Donc si tu te sens limité, s'il y a quelque chose que tu ne peux pas faire, que tu ne veux pas faire, bah, j'ai envie de te dire, vas-y, quoi, parce que tu vas voir que ça va être quelque chose qui va te transformer, qui va te libérer justement de ce stress. Et donc, tu l'as compris, le stress est aussi un lien avec un manque de repères. C'est pas anodin que dans repères, il y a le père, parce que c'est le père qui, justement, pousse l'enfant à aller dans le monde, en fait, qui le présente. C'est un peu comme dans le royaume. Voilà, là, 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 tu vois, voilà, comme ça. Et ben, sauf que si ton père n'a pas fait ça, parce que, ou que tu as été plutôt un faire-valoir de ton père, eh bien, qu'il y a eu un manque d'autorisation d'être qui tu es, c'est pour ça que tu restes dans ta grotte, en fait. C'est pour ça que tu es terrorisé. Il y a un stress permanent, en fait. C'est oh, j'ai peur d'être dans le monde, j'ai peur. Et donc, du coup, c'est pour ça que tu vas aussi te cacher derrière un conjoint, un boulot, un machin, parce que être qui tu es dans le monde, ah non, non, qui me protège, en fait. Papa n'est pas là pour me protéger, tu n'as pas vécu ça. Donc, il va falloir vraiment, on va dire, à réharmoniser ton masculin à l'intérieur de toi, transformer, parce que souvent on a un masculin du coup qui est très autoritaire, le père, et ben, en fait, tu vas le garder à l'intérieur de toi. Il y a un côté masculin qui, dès que tu vas faire quelque chose, va te dire
non, mais non, mais tu vas pas y arriver, c'est pas comme ça que tu vas le faire. Non, mais tu rigoles, tu vas pas faire ça. C'est n'importe quoi. C'est un juge à l'intérieur de toi. Donc, il va falloir travailler sur ton juge intérieur pour en faire un chevalier vaillant, en fait, qui va justement te soutenir et non pas t'écraser, en fait. Un papa magique et non pas un papa toxique. Les vecteurs de l'anxiété, c'est l'anxiété, le fait que tu attires, le stress, la capacité à dire non, évidemment. Si tu ne sais pas dire non, encore une fois, c'est là où tu vas pouvoir identifier si tu as un masculin qui est magique, soutenant, ou si tu as un papa, un masculin évitant ou castrateur, en fait. Ça, c'est vraiment important. Et l'important, c'est de voir aussi qu'est-ce que tu alimentes. Parce que c'est là où on se rend compte que souvent, on alimente notre stress au quotidien. Puisque tu l'as vu, le passé, c'est ton passé, en fait, qui est stressant. Mais au lieu d'aller le réharmoniser, eh bien, ce présent-là, ce passé va se manifester dans ton présent et va se projeter sur le futur. Donc, en fait, tu comprends qu'il va falloir, en effet, aller travailler et purifier et réharmoniser les énergies du passé pour que ça puisse, que tu puisses justement vivre dans le présent, faire l'expérience de vraiment l'instant présent. Et quand tu es dans l'instant présent, tu es tout le temps en sécurité. Et du coup, tu deviens aussi un réceptacle du futur. C'est pas, tu vas pas projeter, tu vas plus vouloir aller, tu n'es plus dans le vouloir faire quelque chose, à planifier du futur, parce que la planification, c'est encore une façon de se rassurer. Je veux être ceci, je veux être cela, mais je veux faire ci, je veux faire ça, mais ça, c'est ton ego qui va parler. Alors que quand tu te laisses porter par ton âme, en fait, quand tu es dans l'instant présent, bah alors du coup, et que tu as réharmonisé tout ton féminin et ton masculin intérieur, eh bien, tu es capable de devenir une coupe dans lequel, voilà, il y a des inspirations qui viennent, des intuitions qui viennent, et donc du coup, tu le mets en marche, en fait. Mais ça part par quelque chose de beaucoup plus léger, et tu es dans l'agilité, tu es dans la spontanéité, tu n'es pas dans le apprendre, tu vas pas te former, non, tu sais que si tu es en contact avec ton toi intérieur, tu sais que tu es dans cette justesse, pardon. Où est-ce que tu mets ton focus? C'est évidemment important. Si tu passes ta vie à nourrir en fait tes événements, parce que ça aussi, ça peut être un piège, le piège du développement personnel où il faut tout comprendre, tout chercher. Au bout d'un moment, en fait, tu te rends compte que tu nourris en fait le stress du passé et que pour t'empêcher de vivre l'instant présent ou de manifester ton futur. Donc, c'est important d'aller voir le passé, mais il y a un moment donné, il faut tourner la page. Ça, c'est vraiment hyper important aussi. Et plus tu vas nourrir justement cette énergie, en fait, cette synergie, cette communion à l'intérieur avec la contemplation, et plus tu vas vibrer ce à quoi tu aspires, eh bien, plus tu vas le vivre au quotidien. Et là, déjà, voilà, il va y avoir des choses qui vont vraiment se transformer et qui vont calmer ton stress. Parce que ce à quoi tu résistes persiste. Donc, ne pense pas à un éléphant bleu. Voilà, tu vois bien que si tu nourris tout le temps ton passé traumatique, etc., eh bien, tu vas le manifester dans ton quotidien. Donc, c'est pour ça qu'il y a vraiment un travail de nettoyage aussi à faire, hein, et que l'idée, c'est de contempler ce qu'il y a. Ok, s'il y a de la peur, on y va. L'éléphant peur, là, il est là. Bon, ben, je le regarde en face et du coup, après, il se transforme. Et là, du coup, tu vas pouvoir aller faire diffuser dans ton corps cet élixir de bien-être, de calme et de sérénité. Mais avant, tu peux pas.
il faut déjà que ton terreau à l'intérieur de toi soit assaini. Tu ne peux pas faire pousser des belles fleurs sur un terrain merdique et qui est caillouteux et qui est sec, tu vois. Il faut bien que ta terre soit pas trop dure, pas trop flop non plus, quoi. Il ne faut pas qu'il y ait trop d'eau. S'il y a plein d'émotionnel, il ne poussera rien à l'intérieur, dessus, tu comprends? Donc c'est vraiment important d'abord de purifier ton terreau intérieur pour y faire pousser ta graine. Et moi, ce qui m'a beaucoup aidé aussi, une fois que j'avais fait ce travail de purification, etc., parce que je me suis rendu compte que l'action après, surtout au début, hein, quand j'ai commencé à faire, à me reconvertir et à être thérapeute, et à accompagner les gens, faire ma première conférence webinaire, ça a été... oh, c'était incroyable, quoi. J'avais l'impression de jamais y arriver, quoi. Voilà, j'étais la peur de la peur et c'était très énergétique, hein. Et ce qui m'a aidé, c'était justement de transformer les peurs et de voir ça comme une excitation, de revenir dans cette énergie de la petite fille qui était waouh, super, il y a un truc de nouveau et justement d'être dans cette curiosité et dans cette projection que ça allait bien se passer plutôt que de laisser mon mental me dire non mais de toute façon ça va pas marcher, tu vas être nul. Là encore, tu vois, j'avais ce masculin qui était encore très jugeant en fait. Donc, vraiment, la façon dont je me vois moi-même est super important, en fait. Le corps. Alors là, on va rentrer dans, on va dire, les moyens de vraiment... là, je t'ai donné les grandes lignes, et là, je vais rentrer sur des outils qui m'ont vraiment aidé à transmuter le corps. Au-delà du travail personnel, il y a d'autres choses. La relation au corps a été pour moi aussi quelque chose de fondamental pour sortir du stress. La respiration. Je me suis rendu compte, et j'avais peut-être déjà 35 ans, que je ne respirais pas. J'étais en apnée permanente. Et évidemment, ça nourrit le stress, ça aussi. Donc, j'ai appris la cohérence cardiaque. Ça, tu regarderas sur Internet, il y a plein de choses par rapport à ça. La sophrologie peut aussi être des choses faciles. Et puis, il y a une méthode qui s'appelle la méthode Tipeee, qui est vraiment hyper intéressante aussi. C'est la respiration du petit chien. C'est super intéressant. Mais aujourd'hui, ce que je constate, c'est que quand c'est vraiment de respirer, voilà, quand je sens la peur, je respire dedans et je plonge dedans. Et voilà, ce travail-là, c'est un travail aussi que j'accompagne quand on travaille avec moi, parce que évidemment, à deux, ça se fait, on va beaucoup plus loin en fait. Le mouvement qui va de pair, le fait de me mettre en mouvement m'a aidé aussi à me mettre dans la respiration. La libération, j'ai vraiment, mais tellement... et aujourd'hui encore, hein, quand je sens que je suis en période de stress ou que je sens du stress qui monte en moi, et bien aujourd'hui, mon principal outil de libération, ça va être la musique, ça va être la danse. Je danse, en fait. Et voilà, je danse justement l'énergie qui est là. Si je danse, si j'ai la colère, je danse la colère. Si j'ai la tristesse, je danse la tristesse, tu vois. C'est vraiment un moyen d'aller dans l'émotion pour la transmuter. Et c'est vraiment magique. Donc ça, je te le recommande. Il y a plein de techniques, danse des 5 rythmes, danse des 9 souffles, danse médecine. Tu regardes autour de toi, tu trouveras certainement des professeurs de danse qui ne sont pas d'ailleurs des professeurs de danse, c'est n'importe quoi ce que je viens de dire, qui sont là encore des guides, en fait, des personnes qui vont... qui parlent, en fait, l'idée là de la danse libre, c'est vraiment de laisser le corps s'exprimer, et donc c'est une guidance, une voix qui t'aide justement à plonger dans la musique, à lâcher ton mental, et c'est vraiment une très très bonne thérapie. Moi, la danse-thérapie m'a vraiment beaucoup aidée.
Secouer le corps, c'est un mécanisme naturel de libération de stress. C'est ce que font les animaux quand ils ont été contraints, enfin quand ils ont été en contact avec le stress. Et c'est vraiment une méthode hyper pratique et hyper facile. Donc tu sautes, voilà, tu sautes, tu te secoues, comme ça, tu fais ça, et tu vas voir que c'est vraiment hyper efficace. La méditation, là, je recommande plutôt des méditations actives que des méditations perchées, parce que quand on a du stress, c'est quand même, on est déjà dans l'émotionnel. L'émotionnel, c'est l'eau, mais c'est aussi souvent le mental qui prend le dessus. Donc, il n'est pas question d'aller alimenter encore plus cette notion d'air, en fait. L'idée, c'est plutôt d'aller s'ancrer. Quand on est en stress, il faut aller chercher plutôt la terre, l'ancrage, le feu. Voilà, c'est les énergies feu et terre. Donc, on est beaucoup plus dans voilà, des méditations de pleine présence, de pleine conscience, que des choses, voilà, des guidances, des archanges, etc. Éviter le sucre, ça, évidemment, ça rend addict. Et le problème, c'est que ça étouffe aussi le stress. On ne sent pas le stress, mais il est là quand même. Donc l'idée, encore une fois, c'est non, on va travailler et on va transmuter ça. La viande rouge, il faut bien aussi prendre conscience que la façon dont on se nourrit va aussi plus ou moins alimenter le stress. L'animal, et surtout les animaux, alors les volailles aussi, mais je pense encore plus le cas des gros animaux, sont abattus de manière très violente et subissent beaucoup de stress au moment de l'abattage. Eh bien ça, selon la façon dont ça a été nourri, et si tu te nourris beaucoup de viande rouge, eh bien tu vas te nourrir de stress. Donc ça, c'est évident que c'est important de réduire ça. Et quand on fait voilà, un travail sur soi, c'est important de se nourrir du vivant. Alors tu peux me dire, oui, mais la carotte qui est soutenue de terre, elle souffre aussi, certainement, mais c'est pas tout à fait pareil. Bon, ça c'est une petite humour à la Carole. Voilà. Bref. Le jeûne pour se désintoxiquer, le foie et les reins, qui sont évidemment des organes voilà, qui peuvent aussi contenir du stress. Ce qui est important, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais dans la respiration, ce qui va être important, c'est d'aller vraiment travailler le diaphragme, ouvrir la cage thoracique pour lever le diaphragme le plus possible, pour donner, pour mettre justement mettre de l'air vraiment dans l'espace et non pas dans la tête, vraiment revenir au corps et donner de l'espace, parce que l'espace, c'est de l'énergie, et c'est ça aussi qui va faire que tu vas pouvoir recevoir, devenir une coupe des énergies positives, en fait. Donc, on va élargir vraiment l'espace pour laisser faire rentrer d'autres nouvelles énergies. Le déstress, c'est un médicament, enfin c'est un complément plutôt alimentaire, parce qu'évidemment je suis contre les médicaments, même si de temps en temps, parfois vraiment cas extrême, ça peut permettre de passer des caps, hein, je dis pas, mais il faut que ça reste vraiment ponctuel et léger. Le déstress, c'est un complément pour réduire le stress et la fatigue, et qui fonctionne plutôt pas mal. Moi je l'utilise justement dans des périodes de transmutation, parce que le corps a besoin quand même, il faut bien comprendre que notre alimentation ne nous nourrit pas comme avant. Et voilà, si tu cumules l'âge, la ménopause, plus transmutation, on a besoin de compléments alimentaires. Donc ça peut être un complément intéressant. Le magnésium aussi. C'est des éléments qui sont intéressants, en fait. Et évidemment, l'idée, c'est vraiment aussi d'aller chercher des endroits où tu vas te faire du bien, quoi. La contemplation, donc, l'art, tout ce qui est artistique est un très bon moyen de réduire le stress, quoi. Ça, c'est vraiment, vraiment important. La musique, voilà, le dessin, tout ça, c'est des moyens déjà, ça va couper du mental, donc c'est vraiment revenir aussi au corps et tout ça, c'est parfait.
Ce qui va activer l'anxiété, on en a déjà un peu parlé, mais l'hypoglycémie, le diabète, le problème de TRI, l'asthme, l'apnée du sommeil. Mais ça peut être parfois venir juste d'un problème de respiration. Le mindfulness est alors hyper efficace. Les réseaux sociaux, évidemment, ça aussi, ça va générer beaucoup d'anxiété parce qu'on va être tout le temps alimenté par le cerveau et on ne va pas être connecté à soi. Et il semblerait que près de 2 tiers des troubles du sommeil soient provoqués par la consultation de sites internet, de réseaux sociaux. Oui, on est sans arrêt en train de nourrir, d'être actif, de se demander si on va avoir un pouce, si on, voilà. Et ça va aussi générer la peur de manquer d'informations, ça va nourrir le besoin du mental de tout connaître, de tout savoir. Et encore une fois, en faisant ça, on nourrit le mental, mais on n'est pas dans l'expérimentation et on ne va pas aller travailler sur l'univers des sensations, des émotions, qui est, je te le rappelle, la porte par laquelle on va vraiment guérir une bonne fois pour toutes le stress. Et je dis bien une bonne fois pour toutes. La respiration profonde, vraiment ça c'est vraiment hyper important. Des diaphragmes qui se décontractent et provoquer le bâillement. Un diaphragme décontracté permet aux organes de respirer, de mieux fonctionner et de coup de réduire le stress. Donc ça, je t'invite vraiment à... Et c'est aussi la respiration du soupir. Moi, quand je respire, là, c'est... J'y vais, quoi. Je... Et commencer la journée par ça, c'est déjà dire j'existe, je suis là. Faire du yoga, par exemple. Alors, moi, je danse, par exemple. Ça, c'est waouh, ça fait du bien, quoi. De mettre de l'espace à l'intérieur de soi. Ça, vraiment, pour moi, ça ouvre la cage thoracique. Le thymus, là, est vraiment un endroit qui est souvent très touché, en fait, par le stress, les épaules, le ventre. Donc, voilà, quand je danse, je fais bouger tout ça et ça me fait du bien, en fait. Voilà, la nuque, voilà, faire bouger toutes les articulations. La mâchoire. La mâchoire est un endroit où se contractent toutes les tensions. Donc, c'est vraiment important. Le bâillement. Commencer juste de te masser la nuque. D'ouvrir, de simuler les bâillements. En fait, il faudrait faire ça au moins 4-5 fois par jour, quoi. À chaque fois qu'on boit, eh ben, on bâille, on prend un temps de soi, ça peut être 5 minutes, quoi. Et de retrouver cette paix à l'intérieur de toi, déjà. Et de prendre un temps, si tu te sens vraiment stressé, d'aller dans le stress, d'aller contempler ton stress. Et vraiment, ça, c'est aussi vraiment d'abord le premier stade à faire, hein. Le dernier outil qui a été vraiment pour moi hyper formateur, je regarde la signification parce que je ne me souviens plus. Je ne sais pas si je vais le retrouver. Le SEP de Steve Wells. C'est un dérivé en fait de l'EFT. Bon, je ne le trouve pas, mais peu importe, on s'en fout. Qui est beaucoup plus simple en fait. Donc là, on est vraiment dans la libération émotionnelle. Alors, bon, moi, ces techniques-là, elles sont bien pour calmer en surface et on va dire aider au travail, mais pour moi, il faut cumuler ça avec un travail beaucoup plus en profondeur, hein. Moi, je ne crois pas qu'on résolve toute la problématique du stress juste en faisant de la libération émotionnelle comme ça, mais ça peut aider. Moi, je sais que dans mes accompagnements, souvent, j'invite les gens, mes clientes, à tapoter
pendant que je leur donne justement leurs mensonges ou leurs croyances négatives, et comme ça, elles le répètent et ça va, et ça libère en fait. Donc, il y a des libérations de l'attachement émotionnel, et donc l'idée, c'est de restaurer l'énergie bloquée à cause des traumas, à cause des pensées, et à cause de la peur du futur, en fait. Et c'est ça, ça va aider déjà à plus d'énergie et de possibilités à l'état présent, une meilleure capacité des décisions. Donc, en fait, tu comprends qu'en faisant ça, bah, tu es complètement déjà dans cette écoute des énergies qui sont présentes. Tu es là en train d'écouter ce qui se passe à l'intérieur de toi et de lui donner la parole. Et déjà, en ça, bah, ça réduit le stress. Donc, on va travailler sur des points, on va tapoter sur des points d'acupuncture. Donc, il y en a une là, un là, 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 là. Et après, voilà, c'est à toi de voir. Il y en a une là, là. Donc ça, tu vas trouver ça même sur le FT, hein, tu vas trouver tous ces points-là. Moi, la sphère qui est vraiment la plus sensible chez moi, c'est là. J'ai vraiment un espace où je sens qu'il me fait vraiment du bien et qui tout de suite déjà me met dans le bâillement, hein, voilà. Et voilà, et on dépose le mental, on se pose à l'intérieur de soi et déjà, on se pose la question, comment ça va là? Ok. Et l'idée, c'est vraiment d'être honnête avec soi. Parce que si on continue à se mentir à soi, ben, évidemment, on ne va pas avancer, hein. Et de voir, de laisser parler, ah bah oui, là, je me sens stressée. Ok, je vais respirer dans le stress. Et, ok, qu'est-ce qui monte là? Ah bah voilà, j'ai eu un conflit, voilà, donc, et de laisser parler, de vraiment exprimer. Ah oui, ok, comment c'était en fait quand elle est où en fait? C'était quoi l'émotion qui était là quand tu étais en conflit? Ah bah là, j'ai senti la colère. Ok, elle est où la colère? Et donc, du coup, voilà, tu vois, je vais vraiment aller à la rencontre de tout ce qui est là, de toutes les émotions qui sont là, et je leur donne leur place, surtout. Je ne les bâillonne pas, au contraire, je les invite vraiment à communiquer. Et après, il y a quelques formulations qui sont très simples, qui est « je libère toutes mes tensions émotionnelles à la colère », par exemple. Et je vois la colère, elle est là, je libère toutes mes tensions émotionnelles à la colère, ou la tristesse, ou voilà, l'insécurité, ou voilà, l'impuissance, ou quoi que ce soit en fait. Ok, je libère toutes mes tensions émotionnelles. Voilà. Et ensuite, si par exemple c'est en lien avec un événement du passé, si je sens que ce que je suis en train de vivre est en lien avec un événement du passé parce que c'est en train de remonter, eh ben en tapotant, je dis, je remets dans le passé les événements du passé là où ils ont vraiment eu lieu. Ok, je remets dans le passé les événements du passé là où ils ont réellement eu lieu. Et je respire. Déjà, je sens que mon corps se détend parce que, bah oui, j'ai donné la parole, j'ai cette part de moi qui se manifeste dans le présent, et je lui dis, ah non, t'inquiète pas, ça c'était dans le passé, on le laisse dans le passé en fait. Et comme ça permet de tourner la page. Ok. Et à la fin, je libère mes tensions émotionnelles et restaure le flot d'énergie dans mon cou, par exemple. Si je sens en fait que j'ai beaucoup de tensions, si le stress se manifeste vraiment par des tensions corporelles, eh bien, je vais nommer, je libère mes tensions émotionnelles et je restaure le flot d'énergie dans mes épaules, dans mon cou, dans tout ce que tu veux. Voilà. Et le corps se sent entendu, la tension se sent entendue et voilà, et ça se diffuse. En fait. Et la dernière formulation, c'est « je libère toutes mes résistances et aversions », une faute, je libère toutes mes résistances et aversions à, par exemple, à me mettre dans la lumière. Donc là, on exprime, en fait, c'est comme si on se donne une autorisation et on exprime, on sent qu'il y a un blocage à quelque chose, et donc on va l'exprimer. Je libère toutes mes résistances et aversions à, par exemple,
demander le divorce, voilà, n'importe quoi. Je libère toutes mes résistances et aversions à être plus visible. OK. Et je laisse venir voilà, tout ce qui vient là, tout ce qui monte. Ouais, tout d'un coup, je sens de l'émotion. OK. Donc j'accueille, je libère toutes mes tensions émotionnelles à la tristesse. Voilà, tu vois, et tu jongles avec les quatre phrases, en fait. Voilà ce que j'avais à partager sur ce sujet qui est, tu l'as compris, vraiment complet et complexe. C'est une grosse conférence, hein, 1 heure et demie. J'ai conscience que c'est long, mais j'avais beaucoup de choses à raconter. Je crois que c'est très riche. J'espère que ça t'aura éclairé, donné un autre éclairage. Je t'invite, si ça t'a parlé, de mettre des pouces, de la faire circuler, cette conférence, pour que qu'on comprenne qu'il y a un cadeau derrière vraiment le stress, et que chacun fasse ce qu'il a à faire et ne reste pas prisonnier en fait de ce stress. Voilà. Je te dis à très bientôt, et merci de t'abonner à ma chaîne aussi si ça te parle, pour avoir les autres conférences. À bientôt!